Il y a des arrivées qu'on n'oublie jamais. Ce jour-là, 2 vendeurs regardaient par la baie vitrée d'un centre fonds à Cantaine, en Bavière. Ils ont vu une vieille voiture verte, cabossée, lentement s'arrêter sur le parking visiteur. Et ils ont ri. C'était un mardi matin d'avril 2005. 9 heures pile. Le soleil traversait déjà les vitres impeccables du hall d'exposition, projetant des reflets brillants sur les modèles neufs garés à l'intérieur. Dehors, l'Opel Record de 1983 avait un aile froissé, un dessous couvert de boue séchée et un autocollant délavé d'une coopérative agricole de Saxe-Anhalt sur la lunette arrière. L'homme qui en sortit portait un manteau d'un autre temps. Lourd, usé aux épaules, hérité d'une époque que beaucoup préféraient oublier. Il s'appelait Paul Neumann. 51 ans. Agriculteur discret venu du cœur de l'ex-RDA. Il n'avait pas de tablette dernier cri, pas de smartphone dernier modèle. Mais dans sa main droite, il tenait un objet simple, lourd de conséquences, une mallette noire. Dedans, 6 chèques bancaires. Total, 700 000 euros. Les 2 vendeurs, cravate bien nouée et sourire commercial, se jetèrent un regard amusé. L'un murmura quelque chose. L'autre éclata de rire. Le genre de rire que Paul connaissait bien. Il l'avait entendu toute sa vie. Sans un mot, il referma doucement la portière de sa voiture. Puis, d'un pas régulier, il traversa le parking, poussa la grande porte vitrée et entra. Ce qu'il venait faire ici ce jour-là allait les faire taire. Définitivement. Avant d'aller plus loin, je dois être transparent avec vous. Cette histoire n'est pas un conte. Ce n'est pas une fiction enjolivée, ni une légende de campagne exagérée. Ce que vous allez entendre repose sur des faits, des chiffres, des documents et des réalités. Les modèles de tracteurs mentionnés, leur prix en 2005, les caractéristiques techniques, les subventions agricoles européennes, la politique de soutien aux exploitants, tout a été vérifié, croisé, documenté. Les données proviennent de rapports publics, d'archives de chambres d'agriculture, d'anciens catalogues FAN, de statistiques économiques de l'époque. Certains noms ont été modifiés, certaines situations légèrement condensées pour la narration. Mais le fond, lui, est exact. Les décisions, les obstacles, les sacrifices, les doutes, ils sont bien réels. Ils ont été vécus par des dizaines de milliers d'agriculteurs de l'Est dans les années qui ont suivi la réunification allemande. Car ce récit ne parle pas seulement de Paul Neumann. Il parle d'une génération entière. De femmes et d'hommes qu'on a souvent regardés de haut, qu'on a parfois laissés seuls face à des systèmes auxquels ils n'avaient jamais été préparés, et qui, malgré tout, ont tenu bon. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple anecdote. C'est une fenêtre ouverte sur une réalité trop souvent oubliée, celle des exploitants de l'ex-RDA, entre mémoire, dignité et combat quotidien. Parfois, une seule phrase suffit à retourner une pièce. Pas un geste brusque, pas une voix élevée, juste quelques mots posés avec calme. Et soudain, tout change. Paul se tenait droit de l'autre côté du comptoir. Face à lui, les 2 vendeurs en chemise repassée, badge au nom bien visible, Schmitt et Krüger. L'un s'empressa de sortir des brochures colorées, des catalogues brillants remplis de photos retouchées. L'autre lui tendit un prospectus, déjà prêt à lui faire la présentation habituelle. Mais Paul ne le regardait même pas. Il dit simplement « Je sais ce que je veux ». Puis, il sortit une feuille froissée de la poche intérieure de son manteau. Une feuille écrite à la main. En haut, en lettres majuscules, FAN 818 Vario. En dessous, 716 Vario, puis 412 Vario. Pour chaque modèle, des précisions. Options. Chargeur frontal. Préparation GPS. Liste technique précise. Krüger prit la feuille, la parcourut du regard. Schmitt se pencha à son tour. Un bref silence s'installa. Un de ces silences où l'on sent poindre un malaise. Ils échangeaient des regards. Puis, d'un ton professionnel, presque trop neutre. Vous savez que cela représente près de 700 000 euros. TTC? Paul ne répondit pas tout de suite. Il posa calmement sa mallette sur le comptoir. Il l'ouvrit d'un geste précis, presque cérémonial. À l'intérieur, 7 chèques bancaires émis par la Volksbank de Bitterfeld. Le premier, 120 000 euros. Le second, 100 000. Puis d'autres, tous rangés avec soin, sous une enveloppe cartonnée. Il les sortit un à un, les plaça devant les vendeurs. Lentement, en silence, leurs regards changèrent, leur posture aussi. Le rire qu'ils avaient eu ce matin-là en le voyant arriver avait disparu. Chaque homme a une histoire. Mais certaines histoires, on ne les raconte pas. Pas parce qu'elles sont honteuses, mais parce qu'elles sont silencieuses. Oubliées.
celle des hommes qui ont construit sans bruit, pendant que d'autres regardaient ailleurs. Avant cette mallette, avant l'échec, avant même l'idée d'un tracteur neuf, il y avait la terre et le silence. Paul a grandi en RDA. Il a travaillé pendant 20 ans sur la LPG Grunsat, une coopérative agricole comme tant d'autres. Là-bas, les machines avaient toujours 20 ans de retard. Les pièces de rechange étaient bricolées, les pneus usés jusqu'à la corde. On ne réparait pas vraiment, on survivait mécaniquement. Mais Paul, lui, observait, il écoutait, il attendait. Puis, 1990, la chute du mur, le chaos, l'espoir aussi. Pour certains, une libération. Pour d'autres, une désorientation brutale. Pour Paul, c'était une opportunité. En 1991, avec l'aide de son grand-père, un homme qui avait économisé chaque marque comme si demain allait s'effondrer, Paul acheta 120 hectares de terre sablonneuse, quelque part en Saxe-Anhalt. Ce n'était pas la meilleure terre, mais c'était la sienne. Il alla voir les banques, présenta son projet, un plan simple, structuré. Mais ce qu'on voyait en face du bureau, c'était un ancien de la RDA. Aucun bilan comptable, aucune expérience en économie de marché. Résultat, refus. Alors Paul fit ce que font les hommes têtus. Il travailla. Il acheta un vieux tracteur soviétique, moteur fumant, direction capricieuse. Une moissonneuse hors d'âge. Il passait ses nuits dans l'atelier, couvert de cambouis, et ses journées dans les champs, les siens ou ceux des autres. Il faisait tout ce qu'on lui confiait. Moisson, transport, labour. Pour un peu d'argent. Pour faire tourner son modeste domaine. Pour avancer, mètre après mètre, sans faire de bruit. Personne ne l'aidait, mais personne ne pouvait l'arrêter non plus. Il n'y a pas eu de miracle, pas de coup de chance, ni d'élan soudain. Ce qui s'est passé entre 1995 et 2004, c'est ce que beaucoup appellent une vie d'effort. Une vie sans bruit, sans applaudissements, mais une vie construite pierre par pierre, marque par marque. Pendant que certains rêvaient d'agrandissement rapide, Paul avançait lentement. Il ne signait aucun prêt. Il ne parlait pas de croissance. Il payait tout en liquide. Toujours. Sans exception. Chaque hectare qu'il achetait, il l'achetait content. Même les mauvaises terres, il les choisissait avec soin. Parce qu'il savait que la terre, elle, ne disparaît pas. Sa femme, Anne, travaillait à la mairie du village. Fonctionnaire discrète, salaire modeste, mais stable. C'est ce salaire qui payait les factures, l'électricité, les habits pour les enfants. C'est ce salaire qui permettait à Paul de tout réinvestir dans son exploitation. Il ne partait pas en vacances. Il n'avait pas de télévision grand écran, pas de voiture neuve, pas de sortie, pas de restaurant. Mais chaque mois, Paul mettait de côté. Il économisait, lentement, méthodiquement. Il réparait lui-même ses machines. Il achetait des pièces d'occasion. Il semait, récoltait, labourait. Encore et encore. Il ne se plaignait pas. Il ne s'en vantait pas non plus. Il économisait en silence, pendant que d'autres parlaient fort. Et sans que personne ne s'en rende vraiment compte, sa ferme grandissait. Parfois, la vie change, sans prévenir. Pas avec fracas, mais avec un appel. Une lettre, un nom oublié. Et soudain, tout ce qu'on croyait figé se remet en mouvement. En 2004, la tante de Paul, Clara Neumann, décède dans sa maison de Stuttgart. Une femme droite, discrète, partie à l'ouest dans les années 50, bien avant la construction du mur. Elle avait refait sa vie là-bas. Aucune descendance, aucun bruit, mais elle n'avait jamais coupé les ponts avec sa famille de l'Est. Paul ne l'avait vue que 2 fois. Une fois en 1986, pour l'enterrement de sa propre mère, et une autre fois en 1991, après la réunification. Elle l'avait regardé longuement ce jour-là, lui avait dit « Tu tiens droit, c'est rare ». Puis elle lui avait demandé ce qu'il voulait faire de sa vie. Il avait répondu « De la terre, pas à louer, à moi ». 13 ans plus tard, une lettre arrive chez lui. Le notaire confirme, Clara lui lègue 230 000 euros, sans condition. Paul reste silencieux. Sa femme en a les larmes aux yeux, mais lui ne dit qu'une chose, c'est le moment. Car ce n'est pas tout. Quelques semaines plus tard, une société immobilière cherche à acheter un terrain en périphérie du village. Paul possède 40 hectares de mauvaise terre, sablonneuse, peu fertile. Il les cède pour 140 000 euros. Au total, il a maintenant près de 370 000 euros. En main, disponible, sans dette, sans compromis. Et surtout, avec une idée très claire de ce qu'il va en faire. Il y a des jours où un village entier s'arrête. Pas pour une fête, pas pour un drame,
mais parce que quelque chose d'inattendu se produit. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu et qu'on n'oubliera jamais. Le 27 avril 2005, à 9h12 exactement, un convoi fait son entrée dans le village de Gramstead. Un semi-remorque à plateau, immense, lent, chargé de 3 machines vertes flambant neuves. 3 tracteurs Fendt, modèle 818, 716, 412. 9, lustrés. Impressionnant. Le chauffeur tente de manœuvrer pour entrer dans la cour de Paul. Mais le passage est trop étroit. Il doit reculer, ajuster, recommencer. La rue est bloquée. Petit à petit, les fenêtres s'ouvrent. Les portes claquent. Des voisins sortent. Des enfants s'arrêtent. Même le facteur pose son vélo. Le murmure commence. 3 tracteurs? Il a gagné au loto? Ils sont à lui? Tous? Personne n'a vu Paul signer quoi que ce soit. Personne ne l'a jamais entendu se vanter. Et pourtant, les machines sont là, sur la remorque, devant chez lui. Paul, lui, se tient à l'ombre de son vieux noyer, bras croisés, regard fixe, silencieux. Il ne répond pas aux questions. Il ne commente rien. Il ne cherche ni explication, ni admiration. Il regarde simplement, parce qu'il sait. Et ce qu'il sait, personne ici ne peut le lui enlever. On croit souvent que le plus dur, c'est d'atteindre le sommet. Mais en réalité, le plus dur, c'est d'y rester, quand le sol se dérobe lentement sous vos pieds. 2006, le soleil tape fort. Trop fort. Les pluies ne viennent pas. La terre devient poussière. Le blé souffre. Et avec lui, les rendements. 2007, même combat. Deuxième été sec. Les chiffres dérapent. Le prix du blé chute. 130, puis 120, puis 110 € la tonne. Et pendant ce temps, les coûts, eux, restent stables, voire plus lourds. 2008, troisième année difficile. Sur la table de la cuisine, une feuille de calcul, simple et brutale, 450 000 € de dépenses, 390 000 € de recettes. Le déficit est là, noir sur blanc. Paul ne dit rien. Il ne soupire pas. Il ne se lève pas. Il reste assis, la tête baissée, une main sur la calculette. Anne, assise en face de lui, garde le silence. Elle connaît cet homme. Elle sait que lorsqu'il se tait, ce n'est pas par résignation. C'est parce qu'il pense, parce qu'il cherche une issue. Mais cette fois, les marges sont minces, très minces. Et comme si cela ne suffisait pas, 2009 marque un tournant brutal. L'Europe réforme sa politique agricole. Les subventions, autrefois liées à la production, sont désormais découplées. Peu importe ce que vous cultivez, ce que vous récoltez, ce que vous perdez, la prime est la même. Pour certains, c'est une stabilité. Pour d'autres, comme Paul, c'est une épée de Damoclès. Car désormais, le marché décide de tout. Et le marché, lui, n'a aucune mémoire. Ni de la sueur, ni des années de sacrifice, ni des tracteurs payés comptant. Il y a des moments où une seule lettre peut faire trembler tout ce qu'on a bâti. Une proposition, un chiffre, et soudain, une vie entière se mesure à une somme écrite en bas de page. 2012, Paul a 58 ans. Une lettre arrive. En tête, Société d'investissement agricole Hambourg. L'offre est claire, 12,5 millions d'euros pour l'ensemble de son exploitation. 780 hectares. Terre, bâtiments, machines, tout. Après impôts, il resterait 8 millions nets. De quoi vivre confortablement. De quoi mettre sa famille à l'abri. De quoi ne plus jamais s'inquiéter des sécheresses, des cours du blé ou des réformes européennes. Paul lit la lettre 3 fois. Puis il la replie. Lentement. Il sort, traverse la cour, observe ses hangars, ses silos, les clôtures, la grange, le vieux poirier à l'entrée. Tout ce qu'il a construit depuis 1991. Mètre par mètre, sans prêt, sans bruit. Il continue à pied, jusqu'au petit cimetière à la sortie du village. Il s'arrête devant une dalle simple, sans artifice. Karl Neumann, 1926-2004. Son père. Il reste là un moment. Le vent souffle doucement. Et dans sa mémoire, une phrase revient. Celle que son père lui répétait chaque hiver, en rangeant les outils. La terre reste. Le lendemain, Paul rédige une réponse. Courte, respectueuse, ferme. Il refuse l'offre. Un voisin, mis au courant, lui dit « T'es fou, 8 millions. Tu pourrais tout arrêter. » Paul répond calmement « Je ne suis pas l'investisseur. Je suis paysan. » Et il retourne au champ. Comme la veille, comme toujours. Certaines histoires ne s'achèvent pas. Elles changent simplement de main. Elles continuent, en silence, dans les gestes quotidiens, dans les décisions qu'on ne voit pas, mais qui comptent.
Aujourd'hui, Paul a 70 ans. Son dos est un peu plus voûté, ses mains toujours fermes. Mais c'est son fils, Jens, qui tient désormais les rênes de l'exploitation. La ferme fait maintenant 950 hectares. Un peu plus de terre louée, un peu plus de machines, mais l'esprit est resté le même. Rigueur, patience, responsabilité. Pendant les vacances scolaires, les deux petits-fils de Paul montent sur les tracteurs. Niklas et Jonas. Ils rient, ils apprennent. Ils découvrent le bruit du moteur, l'odeur de la terre, la fierté de tracer droit. Et au fond de la vieille grange, dans un coin sec, couvert d'une bâche grise, repose toujours l'Opel Record. Pas restaurée, pas repeinte, conservée, avec sa rouille, ses bosses, sa vérité. Chaque année, le 27 avril, Paul la sort. Il met la clé dans le contact, écoute le moteur gronder doucement. Puis il fait une seule chose, un tour du village. Lentement, silencieusement. Les habitants le saluent. Les enfants demandent « C'est qui, lui ?» Et les anciens répondent « C'est lui, l'homme avec la vieille Opel. Celui qui a acheté 3 francs, content. » Mais ce qu'ils ne disent pas toujours, c'est que cette histoire ne parlait jamais seulement de tracteurs. Elle parlait de dignité, de ce que cela signifie pour un agriculteur de l'Est de se reconstruire après l'effondrement, de rester droit quand tout vacille, de savoir attendre et d'agir au bon moment. Les machines passent, les modèles changent, mais certains choix, eux, restent et ils parlent même quand personne ne les raconte. Et vous, quelle a été la plus grande décision dans votre exploitation? Était-ce un terrain, une machine, un bâtiment ou peut-être un renoncement? Écrivez-le en commentaire. Ces histoires comptent, parce que c'est elles, ensemble, qui écrivent la vraie histoire de l'agriculture. Et si ce récit vous a parlé, abonnez-vous. D'autres histoires attendent d'être entendues. Prenez soin de vous. À bientôt.